Hello, everyone. Bonjour à tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je pense que nous pouvons démarrer. Donc, merci de participer au webinaire L'équité en action, stratégie locale pour atteindre les enfants zéro dose et les communautés. Donc, merci de vous présenter dans le chat avec votre nom, votre pays et vos fonctions afin que nous puissions nous connaître ou mieux faire connaissance aujourd'hui. Je suis Erin Brock-Huizen, directrice du projet du Centre d'apprentissage zéro dose du Gavi de JSI. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le premier webinaire de la série 2024 du Hub d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons essayer de mettre en lumière le travail de 4 pays, Bangladesh, Mali, Nigeria et Ouganda, afin de mieux comprendre les facteurs qui influencent la mise en œuvre et la performance des approches qui nous permettent d'identifier et d'atteindre les enfants qui n'ont pas été vaccinés et les enfants qui n'ont pas reçu toutes les doses de vaccination, ainsi que les communautés qui ne sont pas encore couvertes. Avant de commencer, quelques rappels de logistique. Si vous voulez écouter le webinaire en français, merci de cliquer sur l'icône en bas et interprétation. Et si vous voulez continuer en anglais, simplement restez sur l'audio principal ou cliquez sur anglais. Et nous avons donc aujourd'hui l'interprétation anglais-français. Et si vous avez besoin de changer de langue, faites-le par ce biais. Le canal audio français. Ceux qui souhaitent écouter le webinaire en français devront sélectionner le canal audio anglais. Next slide, please. Diapo suivante. Alors, veuillez poser vos questions aux intervenants dans la boîte questions-réponses. Les intervenants vous répondront par texte dans cette boîte de dialogue ou bien durant la discussion ou la partie discussion. Diapo suivante. Si à un moment quelconque du webinaire, vous ne pouvez pas nous entendre, alors simplement assurez-vous que vous avez une bonne connexion audio avec votre écouteurs ou en résélectionnant le casque en bas dans la fenêtre Zoom. Et si vous ne pouvez pas écouter les présentations, eh bien, essayez de vous reconnecter, simplement quitter la réunion et vous reconnecter. Et merci d'envoyer vos messages à tout le monde quand vous posez des questions ou vous faites part de vos commentaires ou simplement nous demander une assistance en cas de problème technique. Nous avons donc une équipe technique qui est là pour vous assister. Nous avons aussi le sous-titrage en anglais pour cette réunion. Pour pouvoir le voir, vous pouvez simplement cliquez sur l'icône Show Caption CC en bas de votre écran également. Alors, cette réunion de toute façon est enregistrée et l'enregistrement sera communiqué par courrier électronique et sera disponible également sur le site web du Gavi et Hub d'apprentissage zéro dose. Donc, c'est un plaisir pour moi maintenant de vous présenter en tant que co-animatrice Heidi Reynolds, qui est spécialiste de l'évaluation de l'apprentissage pour le Gavi, l'Alliance du vaccin. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du renforcement des systèmes d'information sanitaire, la mesure, l'évaluation et la recherche. Elle supervise l'initiative du Gavi, y compris les 4 centres d'apprentissage nationaux des 4 pays que j'ai cités, Bangladesh, Mali, Nigeria et Ouganda. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Heidi pour que nous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Heidi, vous avez la parole. Merci et bienvenue à tout le monde. Comme on dit, voilà la première partie d'une série de présentations que nous aurons jusqu'en 2025. Vous pouvez de toute façon suivre tout cela dans le site ou via le site web et également voir le biais de la communauté de pratique. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'expertise, des expériences de différents professionnels qui travaillent dans le domaine de la vaccination des enfants. C'est
Et là, nous donne bien sûr beaucoup d'éléments sur les pratiques prometteuses et pour renforcer la vaccination. Et je suis heureux de présenter directeur général de la Fondation Genève Apprentissage ou Apprendre Genève, Jenny Sequeira, qui est conseillère technique en matière de vaccination et de stratégie pour cette fondation Genève Apprendre Genève et Charlotte Embu, directrice intérimaire. Et je vais tout de suite passer à la parole à Reda Satki. Donc, diapo suivante. Donc, j'espère qu'en 10 minutes, je vais pouvoir un petit peu vous donner des éléments de cadrage et ce que nous avons appris sur l'identification de ces enfants pour accélérer un petit peu les choses. Vous verrez des cas d'études, des cas d'espèces dans les 4 pays cités et qui seront présentés. Je vous donnerai également des éléments sur la méthode et l'approche utilisée. Donc, d'abord, si vous voyez les premières mises à jour de cadre IRMA, vous avez cette adresse email et vous verrez l'important que le personnel de première ligne s'engage par le biais de l'apprentissage par les pairs, car cela permet de travailler, de savoir comment travailler et voir quelles sont les méthodes qui nous permettent justement d'en renforcer cet engagement pour renforcer notre travail et avoir le plus de retombées et de résultats possibles. Donc, en titre d'exemple du travail que nous faisons dans le cadre du GAVI et Hub Zero Dose, nous avons 2 événements qui ont été organisés de partage d'expérience entre tous ces praticiens dans tous ces pays. Et en 6 mois, on a pu développer notre communauté de 0 à plus de 3000 participants donc sur cette courte période de 6 mois. Donc, on voit que non seulement les 4 pays qui sont ciblés sont représentés et qui nous ont parlé un petit peu de ce qu'ils font, mais également des praticiens d'une centaine d'autres pays. Et vous voyez à droite des éléments de comparaison sur les plateformes avec le nombre de personnes enregistrées, le niveau de participation dans les différents pays qui sont listés. Donc, en 6 mois, nous avons véritablement pu avoir une audience accrue. Alors, est-ce que nous atteignons les bons publics, les bonnes personnes? Donc, vous voyez, 37% au niveau infranational, au niveau des départements. Nous avons également le niveau étatique, le niveau régional. Nous avons des participants au niveau local et au niveau international également. Et 85%, bien sûr, impliqués directement dans le travail du Hub Zero Dose. Donc, il semble qu'on ait atteint déjà un bon nombre de personnes directement de tous les niveaux du système avec des participants et des premiers intervenants. Et c'est comme ça que nous essayons un petit peu de balayer large et nous le verrons au travers des cas d'études pour nous retirer un petit peu de ces expériences et comprendre comment nous faisons cela. Donc, à la Fondation Apprendre Jeunesse, nous avons un petit peu étudié l'apprentissage continu et on a vu qu'au travers de différentes actions, l'apprentissage continu est le talon d'Achille dans le domaine de la vaccination. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous avons 5 points ici, par exemple, un manque relatif de possibilités d'apprentissage avec des capacités limitées des équipes à expérimenter, à prendre des risques, faible tolérance à l'échec, et il faut aussi se concentrer sur les tâches, et enfin, il y a parfois un manque d'encouragement à l'apprentissage du fait de l'absence de soutien.
Donc, il faut fomenter, encourager l'apprentissage pour mieux comprendre au niveau local comment on peut identifier ces enfants dans les communautés visées. Il faut véritablement s'atteler à cela. Donc, au niveau particulier, on sait que on peut renforcer les choses et nous avons moyens de le faire. On se demande, par exemple, comment développer l'initiative par le biais de rencontres entre pairs pour motiver l'application des connaissances. Et on voit ici une liste d'initiatives, d'actions possibles pour se motiver, pour s'entraîner en face à face, en présentiel et faire face à des situations difficiles et surmonter les différents obstacles. Donc voilà un petit peu tous les types ou la méthodologie suivie pour s'assurer que la façon dont nous travaillons est la bonne façon de faire les choses. Donc maintenant, au travers des 4 phases, je voudrais souligner que nous avons la deuxième au niveau de l'expérience, qu'il s'agit donc des événements en ligne, organiser des rencontres, mais cela, c'est souvent le temps en particulier que nous vous demandons de consacrer à nos activités et ensuite faire un suivi de toutes ces rencontres en ligne pour pouvoir véritablement tirer parti de la meilleure apprentissage. Donc, cela requiert des efforts de la part des équipes pour analyser et partager leur expérience, analyser les données et après les rencontres, partager les réflexions sur la valeur ajoutée, sur ce que l'on a appris, les enseignements tirés et de façon mutuelle. Et on sait que le transfert des connaissances, c'est là l'échange qui nous permet véritablement de marquer le changement, d'avancer, de progresser et aussi de renforcer nos systèmes et aussi de continuer cette initiative d'apprentissage entre pairs. Voici une publication à propos de ces processus pour ceux qui veulent apprendre davantage en ce qui concerne l'apprentissage à distance, la formation en continu, l'apprentissage social, ce que l'on appelle l'apprentissage des pairs et l'apprentissage des réseaux. Donc, la question suivante est, est-ce que cela fait une différence? Est-ce que cela nous aide vraiment? Et nous voyons au sein de l'initiative que nous avons une façon ici de mesurer, c'est-à-dire de repérer est-ce que ces interventions ont un impact, un vrai impact, quelle est la valeur ajoutée de ces programmes d'apprentissage auprès des professionnels dans le domaine de l'immunisation et autres. Et nous pouvons ici mesurer la valeur ajoutée de chacun de ces événements, de ces outils d'apprentissage. Prochaine diapo. Donc, la question suivante est, est-ce que l'apprentissage est effectif et efficace? Et dans les domaines de la vaccination, l'immunisation, on mesure ça en voyant quel est l'apprentissage acquis. Est-ce que la couverture de cet apprentissage aide dans la performance des connaissances chez les gens qui pratiquent, chez les pratiquants, et dans la performance de notre mission médicale également. Donc, ce que cela
veut dire ce que nous pouvons voir que les métriques, c'est-à-dire les chiffres de la performance, vont à la hausse quand l'apprentissage est renforcé, quand l'apprentissage est amélioré et les outils d'apprentissage et de formation en continu. C'est pour cela que nous pouvons affirmer que c'est un investissement qui vaut la peine. Et ici, je veux renforcer cette idée de ce que nous avons fait avec ces programmes et décider quelles doivent être nos zones de focalisation dorénavant, c'est-à-dire quelle est la capacité de changement dans les contextes, dans notre environnement, quelle est la valeur créée ou bien ajoutée pour les individus et les équipes, et assurer que nous faisons notre maximum, qu'on ajoute la plus de valeurs possible. Et dernièrement, les indicateurs de santé pour que l'on puisse parler de l'attribution et la contribution de ces programmes. Moi, j'ai appris, cette citation, moi j'ai appris auprès du programme Gavi Zero Dose Learning Hub que nous adaptons les pratiques en dessous ou bien en ajoutant à celles que nous avons déjà dans notre district, et avec ces pratiques, on peut aider les maires et faire la vérification des enfants éligibles et améliorer notre stratégie d'immunisation. Donc, maintenant, je passe le micro à Madame Jenny Sekira. Oui, on va passer aux études des cas, aux différents cas qu'on a vus l'année dernière. Tout d'abord, avec les pays où nous avons des rapports soumis par des professionnels de l'immunisation. On a vu ces différentes équipes avec des différents exemples, et on a eu beaucoup de pays qui ont soumis des rapports, mais on a choisi pour cette étude, pour cette présentation, quelques exemples, et nous voulons dire que au-delà de ces exemples que nous allons présenter ici, il y a d'autres que vous pouvez consulter dans le site web et ailleurs. Reda, tu parlais des endroits où il y a des chiffres toujours alarmants, et comment on peut utiliser ces contextes pour appliquer ces leçons, ce que nous avons appris avec l'apprentissage digital, avec l'apprentissage avec les pairs, avec l'apprentissage de réseau et avec tous ces outils. Donc, ces échanges de pairs en 2023, on a davantage mis l'accent sur Bangladesh, le pays du Bangladesh et le Mali au mois de mai, et on a suivi au mois de septembre l'année dernière avec Nigeria et Ouganda, voyant comment est-ce qu'on peut mieux travailler avec la communauté pour trouver de façon consistante les enfants qui ont besoin des vaccins dans les milieux urbains, dans les milieux ruraux, dans les zones touchées par les conflits. Et au mois de septembre, dans les cas du Nigeria et de l'Ouganda, on a mis l'accent sur l'intégration de nos programmes pour maximiser les opportunités
et pour faire de la microplanification. Et voici les cadres, la feuille de route proposée par le programme Gavi qui nous aide à regarder les différents composants, identifier, toucher nos publics cibles et faire le suivi et les mesures sur le terrain au fur et à mesure de chaque année. On fait ce cycle à plusieurs reprises pour identifier quels sont les défis, quelles sont les solutions possibles, comment peut-on faire un plaidoyer effectif et comment peut-on comprendre ce qui se passe sur le terrain. Dans cette prochaine diapo, il y a beaucoup de textes assez petits. Il ne faut pas se perdre dans cette petite note, mais comment est-ce que cette bois, ces forêts peut nous aider à comprendre ce qui se passe au niveau sous-national, au niveau national, régional, et comment peut-on toucher ou bien atteindre tous nos utilisateurs et tous ceux qui ont besoin de nos services. Et je veux chercher ici un exemple qui commence avec l'identification d'un problème ou d'une personne. Et pendant la séance d'aujourd'hui, on va voir précisément l'un de ces cas qui a peuplé l'un de ces arbres que vous voyez ici. Et je veux mettre en avant que ces études de cas nous savons il y a beaucoup de évidence. Il y a avec Gavi des exemples de tout à travers le monde et la planète. Et on peut faire cette cartographie globale avec les données que nous avons pour mettre en évidence comment utiliser les travailleurs communautaires, comment utiliser les réseaux des collaborateurs, comment utiliser les recherches sur le terrain, etc. Et cette citation met en avant comment ces populations qui sont isolées, qui sont dans un endroit retiré, sont assez nuancées dans leur service ou bien les profils médicaux et vaccinaux de ces populations, et aussi reconnaître que ces populations qui ne sont pas atteintes par le service médical se trouvent également dans les régions, dans les milieux urbains et périurbains. Et ici, on a les 4 thématiques que nous allons toucher pendant ces études de cas: microplanification, intégration, engagement communautaire et la recherche ou bien la quête pour les clusters et les communautés qui ne sont pas atteints ou touchés. Nous avons 4 études de cas, comme on a déjà dit. Tout d'abord, le Nigeria, l'État Sokoto au Nigeria. On a reçu beaucoup de postulations pour ces études de cas avec des analyses de causes, des analyses de comportement, des éléments de comportement et changement
sociale, de la microplanification, comment réorienter la microplanification pour mieux toucher et mieux cibler la solution, la mise en avant des solutions pour les défis locaux. Et cela nous a aidé à nous poser la question vraiment de comment mieux faire de la formation en continu, de l'éducation en continu. Et on va commencer avec le Nigeria, notre collègue Amina Ibrahim Yahaha, qui a travaillé dans ces projets. Il est décédé le 14 janvier, donc il y a quelques jours, et nous voulons rendre tribut à cet héros de la vaccination qui a fait tellement pour l'État Sokoto au Nigeria, et on veut présenter nos condoléances à sa famille et à ses collègues. Merci. Donc, nous voulons travailler avec bien écouter de la part de Mwangi Ambrose, qui est ministre du Travail auprès du ministère de la Santé au Nigeria. Et ils ont travaillé avec les outils de microplanification et avec pour redéfinir et réimaginer leur service de mobilisation communautaire dans les zones de travail, surtout travaillant avec des étudiants doctorants, et ils ont travaillé avec ces différents outils pas seulement de microplanification, mais également outils de communautaire. Et ils ont augmenté la fréquence de leur engagement communautaire de façon mensuelle, chaque semaine, chaque mois. Et ils ont travaillé avec ces mobilisateurs sociaux pour voir qui n'était pas en train de se présenter auprès de ces cliniques, auprès de ces programmes de santé, et aller chercher ces publics cibles. Et c'est pour cela que je vais passer le micro à Mwangi Ambrose pour qu'il puisse nous parler un peu plus davantage à propos de ce qu'ils font, ce qui a eu succès. Ambrose, à toi. Merci, Ambrose de l'Ouganda. Je travaille dans un district. Alors, en ce qui concerne l'approche de microplanification, quand je rédigeais cette présentation pour ce webinaire, c'était intéressant pour moi de partager toutes ces idées d'apprentissage, les meilleures pratiques que nous essayons de promouvoir et ce que nous faisons en fait sur le terrain. Donc, la microplanification pour moi, c'est une bonne approche en Ouganda et nous allons la poursuivre si nous voulons atteindre les cibles fixées, peut-être passer de 50 à 80 ou 90 départements couverts. Et comme Jenny nous l'a dit, il s'agit de interventions que nous mettons en place et que nous avons mises en place déjà. Et nous sommes à peu près à 70 ou 79% de couverture de vaccination du BCG. Et
Nous n'avons pas encore atteint parfaitement la cible ou l'objectif parce qu'il nous faut suivre où nous en sommes en termes de couverture et devons trouver des solutions aux problèmes rencontrés parce que d'abord, bon, savoir où se trouvent les enfants et ensuite savoir quels sont les enfants à cibler. Voilà la priorité. Et donc, établir des listes au niveau des villages. Et cela nous a pris environ plusieurs semaines. Nous avons essayé de toute façon quand même d'accélérer cette activité. Et donc, nous avons même, lorsque nous avons la liste, nous n'arrivons pas forcément à les atteindre, véritablement à les vacciner. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, comment vous avez procédé une fois que vous avez eu les constats pour revoir votre micro-planification? Un petit peu votre démarche. Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer les choses en cours de route? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces aspects? Comment vous avez amélioré les choses sur la marche à suivre? En fait, j'essayais de vous expliquer comment on a essayé de répondre à la question de véritablement pouvoir atteindre les enfants là où ils se trouvent et ce qu'il faut faire en termes de micro-planification. Parce que lorsque l'on part des listings, il faut savoir combien de séances de travail pour atteindre le nombre fixé, l'objectif, et on a vu qu'on avait des nombres élevés au niveau des villages et on a donc essayé d'élargir, d'améliorer ou d'accélérer les séances de travail pour de passer de 1 à 3 dans une semaine, par exemple. Et ça, je crois que ça a été la première chose faite qui nous a donné des résultats donc au niveau de la prestation du service, disponibilité des vaccins, utilisation des données et assurance de la qualité des données. Voilà comment nous avons pu améliorer l'approche. Donc, au niveau de la micro-planification, on a accru, multiplié les séances pour l'identification, pour le suivi, pour le traçage, parce que c'est ce qu'il faut faire véritablement pour ne laisser aucun enfant en marge et bien sûr en s'appuyant sur la communication adaptée au niveau local et travailler sur les listes qui sont établies, les améliorer et, comme je viens de le dire, sans cesser d'améliorer la communication. Et donc, voilà ce qu'on a essayé de faire dans les temps impartis. Et à partir de là, et après cela, le constat a quand même été pourquoi est-ce qu'on n'a pas de meilleurs résultats? Donc, il nous faut faire des revues des constats chaque semaine, donc sur une base hebdomadaire, et voir où les séances doivent être accrues pour toucher plus d'enfants et lister et avoir des historiques ou des dossiers cliniques de chacun pour faire le suivi du nombre de doses qu'ils reçoivent. Et ensuite d'établir les rapports mensuels. Donc, il nous faut faire le suivi de ces données au niveau de chaque établissement, chaque centre
sanitaires en privilégiant les pratiques, les meilleures pratiques et en faisant ces rapports mensuels et en les envoyant ou en les intégrant, les saisissant dans notre outil DHIS pour bien sûr garder la mémoire, le compte-rendu de travail de mobilisation et surtout du travail de sensibilisation que nous avons mené. Donc, résultats produits après chacune des séances de travail pour atteindre les chiffres et les objectifs quantifiés ou quantitatifs que nous avions fixés. Et nous avons aussi mis l'accent sur la façon dont les données étaient saisies, en utilisant la technologie à disposition et aussi les comptes rendus après les réunions. On a pu scanner, simplement numériser les comptes rendus et rentrer toutes ces informations dans le système, donc en nous appuyant sur la technologie. Alors, est-ce que Ambrose, vous pouvez peut-être résumer rapidement ou conclure, simplement conclure pour pouvoir passer aux autres études de cas et aux sections? Hello. Sur la révision régulière des microplanifications, on essaie de revoir les performances de façon périodique, de fixer de nouveaux objectifs chaque trimestre. Et ça veut dire qu'il faut, si on n'a pas atteint l'objectif au cours du trimestre de départ, on essaye de l'atteindre au trimestre suivant et toujours savoir où vous pointez la cible ou le but à atteindre et y tendre. Merci, merci Ambrose. On reviendra vers vous avec des questions à la fin de la séance. On va passer à l'autre thématique, mais avant, je peux prendre la citation d'un agent. Je pense maintenant que les interventions en matière de soins de santé doivent inclure une microplanification avec les dirigeants communautaires, les religieux, les autres parties prenantes de la communauté pour que les véritables problèmes et obstacles soient identifiés, que les interventions soient soutenues par la communauté. Cela garantit la pérennité et je ferai différemment mon travail dorénavant. Donc, merci. On a ce petit témoignage qui nous a été donné à partir de l'expérience de votre pays et nous allons maintenant passer à l'autre thème qui est l'intégration et qui fait partie des autres études de cas en Ouganda, en Nigeria, pour maximiser les possibilités d'intégration pour atteindre les communautés qui sont non couvertes ou oubliées et comment faire en sorte que ces enfants non vaccinés puissent l'être. Comment le système de santé peut maximiser ces opportunités pour les atteindre, pour avoir au moins un point de contact avec un système ou un service. Nous avons Aboubakar Mohamed Amali du Mali qui va nous parler des stratégies d'intégration pour réduire les occasions manquées dans les grands établissements de santé, les hôpitaux secondaires, et comment cela a été adapté aux situations locales. Nous avons aussi un autre cas d'étude qui nous vient du l'Ouganda, du district de Kotido. Et nous avons Scovia Okello du ministère de la Santé qui a fait un suivi aussi des naissances et des vaccinations. Et passons donc à l'étude de cas de Aboubakar Mohamed Amali. Donc là, il y avait beaucoup d'enfants non vaccinés et bien sûr, ils n'étaient pas pris en charge par les services comme ils le devaient.
avec souvent un manque d'information au niveau des parents. Et donc, l'État de Sokoto, ils ont adapté leur démarche pour mieux intégrer les services et améliorer les choses, pour s'assurer que tous les enfants qui devaient être vaccinés le soient. Donc voilà un résumé des différentes étapes de leur intervention. Nous allons écouter de vive voix ce qu'ils ont fait pour améliorer la prise en charge au niveau des hôpitaux. Et là, par exemple, dès que les enfants se présentent, il y a un dépistage qui est fait, un enregistrement du client ou du patient pour savoir s'ils sont admissibles. Ensuite, ils ont une fiche de renvoi ou de réorientation qui leur est donnée par l'agent au guichet, et l'agent de santé leur pose des questions et, si nécessaire, les réfère ou envoie aux autres services, y compris le service de vaccination. Donc, est-ce que Aboubacar est avec nous pour nous parler de vive voix de l'expérience en Ouganda? Charlotte, est-ce que nous avons Aboubacar? Est-ce que il est là? Oui, je suis là, j'avais quelques soucis de connexion. Donc, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment vous êtes intervenu à Sokoto pour assurer le succès de cette démarche de vaccination? Merci beaucoup, Jenny. Dr Aboubacar Mohamed Amali. Je travaille donc pour le compte du bureau de terrain de l'OMS à Sokoto pour la vaccination. Et grâce à cette stratégie, nous avons pu améliorer notre performance en matière de vaccination, l'identification des enfants dans les sites prioritaires. Et après différentes évaluations, on a pu faire un enregistrement des enfants non vaccinés pour établir une base de données et faire un suivi avec des consultations et faire un tracking du nombre de doses administrées à ces enfants au niveau des établissements de santé, des établissements et des dispensaires de proximité, et aussi pour identifier les sites non couverts et, bien sûr, établir une liste complète de ces centres et des enfants à couvrir. Et ces enfants que nous pouvons vacciner, nous visons à vacciner beaucoup d'enfants avec cette stratégie. Merci beaucoup, Dr Aboubacar. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions et nous voulons nous arrêter précisément pour démarrer la séance des questions-réponses. Merci, Dr Aboubacar. Désolé qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Et si vous voulez lire davantage à propos de ces études des cas du travail au Nigeria, Mali et les autres pays, vous pouvez les réviser. Et nous voulons partager ces études des cas avec vous tous et démarrer la séance des questions-réponses. Nous voulons commencer maintenant
les micros à vous tous pour la séance de questions-réponses. Ah, oui, Aboubacar, on va commencer la séance de questions-réponses maintenant. Merci. OK. Merci, Jenny. Merci, Boubacar. Donc, je vais commencer avec Aboubacar qui a 2-3 questions. Si vous pouvez répondre aux questions que je vais vous poser et après on va écouter de la part de Monsieur Ambrose. Je veux dire aux collègues ici présents que ces questions démontrent l'importance d'avoir un échange et de questionner plus profondément ce que nous faisons, l'importance de la visibilité de ces processus. Donc, il y a 3 questions. D'abord, comment assurez-vous que les patients, les enfants, avec ces documents, ne quittent pas la clinique? Pour les enfants qui sont au-dessus de 1 an, comment vous vous assurez qu'ils suivent leur régime? Et troisièmement, non, la troisième question est pour Monsieur Ambrose, donc on va attendre. Donc, que faites-vous avec les enfants qui ont plus d'1 an avec le régime vaccinal? Oui, la première question, donc, comment nous assurons-nous que les enfants sont vaccinés avant qu'ils ne quittent l'hôpital, surtout le nouveau-né? Nous avons une stratégie pour ne pas rater ces genres d'opportunités, des chances. Et chaque enfant qui vient à l'hôpital est contrôlé. Il y a un contrôle et l'enfant est éligible pour cette vérification. Et à partir de cette vérification, on peut déterminer si l'enfant a été ou bien fut vacciné auparavant. Et le personnel hospitalier, dans ces cas, ce qu'ils font, c'est de l'attention au point. À l'instant, ils vont l'amener à un endroit dans la clinique. Ils peuvent, dans ces cliniques qui offrent des services multiples, ils peuvent avoir ce service vaccinal et les autres services pour lesquels ils sont venus au poste de santé à partir de ces contrôles d'entrée. Ces enfants qui ont plus d'1 an, nous pouvons les suivre avec eux le régime des enfants qui ont moins de 2 ans, parce qu'ils sont plus d'1 an, mais peut-être moins de 2 ans. Il y a un régime spécifique pour eux, parce qu'il y a des antigènes pour lesquels, selon l'âge, ils sont éligibles. Il me semble qu'on a perdu Boubacar, sa connexion n'est pas trop forte.
On ne peut pas vous écouter trop bien, donc. Et ok. Boubacar, allez-y, tu veux terminer ta réponse avant qu'on ne continue? Ouais, allez-y. Oui, on a écouté la plupart de ce que vous avez dit. Il y a quelques nouvelles questions. Si vous voulez regarder ces questions dans le chat, dans le clavardage, et si tu veux répondre à l'écrit. Et cependant, on va passer les questions à Monsieur Ambrose. Mais je veux dire davantage aux membres du public qu'il y a de l'information, surtout en ligne, avec ces différents rapports que vous pouvez consulter. Ambrose, quels outils au-delà des 5 Y avez-vous intégré dans votre micro-plan pour les enfants et d'autres groupes cibles? Et il y a une autre question en ce qui concerne l'effectivité de cette microplanification. Comment savez-vous que la couverture a été accroître à partir de la microplanification et est-ce qu'il y a des données pour soutenir ces conclusions avec les données des vaccins chez les enfants? Donc, auparavant, on avait une couverture de 80% et avec la microplanification, nous avons amélioré notre couverture à 88%. Donc, ce que je peux dire, c'est que ça nous a aidé à comprendre où sont ces enfants au sein de la communauté, au sein des communautés. Où sont ces enfants? Qui sont ces enfants? Et si vous voulez avoir une couverture plus compréhensive, il faut se poser ces questions. Et par rapport aux outils au-delà des 5Y, nous avons des outils de suivi et nous avons des outils de suivi de la performance chaque semaine et aussi des rapports réguliers. Donc, cela nous amène au rapport que nous avons aux différents niveaux jusqu'au sommet du ministère. Et ils peuvent identifier ce que nous avons fait, si on a fait quelque chose de différent. Et ils peuvent nous dire, bon, avec une telle cadence, une telle fréquence, nous pouvons avoir ces chiffres, ces graphiques, ces données. Et
Ces graphiques, ces chiffres de façon régulière, de façon périodique, nous aident à suivre le progrès. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on va continuer si vous avez quelques minutes pour essayer de répondre à certaines de ces questions. Pour vous, Ambrose, et pour Boubacar aussi. Quelle est l'effectivité en termes de coût et en termes de déploiement de ressources de ces interventions? Et comment est-ce que les interactions que vous avez au sein de vos équipes et avec la communauté sont dépendantes de la capacité que vous avez développée? Et surtout, dans les contextes des communautés qui sont itinérantes, comment peut-on faire une campagne auprès d'eux et avoir du succès? À vous donc. Boubacar, vous nous entendez là? Peut-être vous avez des problèmes de réseau? Oui, j'ai eu la chance de répondre à Claire par écrit. J'ai répondu à certaines des questions dans le clavardage question-réponse, foire à question. Donc, oui, je veux te poser une question par rapport à la morale, au esprit de corps des travailleurs de santé et comment est-ce que cela affecte leur performance et l'accès aux services. Oui, pour cette intervention, nous avons différents genres, différents types d'activités avec un budget qui va avec. Et à partir de là, à partir de là, nous avons une allocation d'argent, de fonds à ces activités que l'on fait de temps en temps pour faire et gérer ces genres d'interventions auprès de publics cibles. Il faut reconnaître que on regarde assez souvent l'état des fonds pour déterminer ce qui est possible, ce qui ne l'est pas dans le cadre de ce programme zéro dose, enfant zéro dose. Merci, Boubacar. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou compléter vos réponses avant de conclure? Alors, peut-être que je parlerai ou pour répondre aux questions. Alors, ce que l'on peut faire pour améliorer la couverture, oui, je vois des questions là-dessus. Et comment faire face aux épidémies? Alors, oui, parfois, tout cela va de pair. Mais la meilleure réponse que je pourrais apporter à ce sujet,
En Ouganda, nous avons beaucoup d'épidémies de rougeole. Ça veut dire que pour tous les enfants non vaccinés, ils sont exposés, bien sûr. Et ces enfants sont donc malades et il faut donc améliorer la communication, la sensibilisation. Et il faut insister pour que ces enfants reviennent après la première visite. Et la couverture parfois est interrompue à cause de ces points d'épidémie. Alors, merci de vos réponses, merci d'avoir participé à ce webinaire et de nous avoir donné quelques éléments nous permettant de comprendre comment vous travaillez dans ces pays, comment l'apprentissage mutuel, les centres d'apprentissage, les hubs d'apprentissage véritablement permettent des progrès. Et comme vous le voyez dans le chat, et on vous l'a dit, il y a des références, l'enregistrement vous sera communiqué, il y aura bien sûr un lien fourni sur la page gavi.org et vous pourrez également continuer à poser vos questions, mais de toute façon, les publications qui vous sont communiquées contiennent beaucoup plus d'informations qui vous permettront certainement de répondre à vos questions. Et en tout état de cause, nous nous retrouverons pour de nouveaux rendez-vous et marquez dans vos calendriers les nouveaux et les prochains séminaires où on continuera à parler, on va parler des interventions en matière d'équité, on explorera d'autres études de cas. Donc, restez attentifs. Il y aura donc de prochaines séances où nous nous retrouverons. Aujourd'hui, c'était simplement un démarrage, une première séance de cette série. Et d'ores et déjà, on en a un qui est programmé pour le 29 février. Ce sera un jeudi à 9 h également. Et on verra 6 études de cas qui sont déjà publiées sur le site Internet. Et on verra également quelques-unes des méthodes utilisées pour ces interventions. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Merci. Thanks, Heidi. Thanks, everyone. Merci Heidi, merci à tous les participants et participantes.